Au menu des Mangavoras aujourd'hui, il y a du lourd, il y a du très lourd et on commencera avec un coup de cœur. Bon, il y a plusieurs coups de cœur, je dois bien vous le dire. Le mec il est toujours content. Et du collector, le collector de Saint Seiya qui est là tout en couleur par Jérôme Alquier chez Kana Classics. On enchaînera ensuite avec du Meian et la lecture des tomes 2, 3 et 4 avant la deuxième salve qui arrive. L'excellent Karakuri Circus, une lecture beaucoup plus vintage mais tellement culte, avec un auteur tellement culte et si particulier, Gonagai et Kyoji One dans une superbe édition. Du Lézard Noir, et oui, du Lézard Noir inévitablement, et le monde de Setchan, le monde selon Setchan, pardon. Et on conclura avec la lecture et mon petit avis sur Zignize ou Zignize, je ne sais pas trop en fait au niveau de la prononciation, qui m'a été envoyé par Shiba Édition, donc un grand merci à eux. Yo, salut à tous, salut à toutes, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, c'est le Mangavoras tout de suite après le générique. Il y a tellement de choses à vous dire, allez, on commence tout de suite avec le collector Saint Seiya Time Odyssey 1/5, c'est du Kana classique, donc vous le savez, Kana revisite un petit peu les classiques, il y a eu Albator, il y a eu Goldorak, voilà Saint Seiya. Tout de suite, j'ai envie de prédire l'avenir. Je me dis qu'on pourrait avoir le droit à du pourquoi pas Hokuto no Ken révisité, ou du Lady Oscar, et finalement, après la lecture de ce Saint Seiya, je me dis, il y a peut-être un easter egg là-dedans, il y a peut-être un clin d'œil, en tout cas il y a un clin d'œil évident sur une des cases, pourquoi pas du Ulysse 31, voilà, donc on verra bien. En tout cas, c'est vraiment un super étui, avec une cover qui nous rappelle un petit peu le générique de fin, je sais plus trop lequel, mais ça fait clairement penser au générique final, un ending. Bon, je sais plus trop lequel, mais enfin bon, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est du full color, c'est par Jérôme Alquier. Alors, il faut savoir que Jérôme Alquier, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a une vingtaine d'années, et que en fait il est archi passionné des Chevaliers du Zodiaque, donc c'est pas un hasard si c'est lui qui est sur le travail, si ça a été validé, adoubé par l'auteur lui-même, parce que vraiment il maîtrise, et j'en ai un gros paquet comme ça, donc voilà, on va vous en montrer quelques-uns. On a les Chevaliers d'Or, donc je vous les montre, voilà un petit peu le travail que faisait déjà Jérôme Alquier il y a une vingtaine d'années, donc vous voyez que il a quand même toute la légitimité pour proposer le titre Saint Seiya Times Odyssey. Hop, je les ai pas rangés, donc forcément c'est un peu tout en pagaille. Voilà, Aldébaran du Taureau. Hop. Hop. Et... hop. 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 Et... hop, bon, j'ai pas tout forcément, mais enfin j'en ai pas mal, ça fait plaisir. Alors on revient vite fait comme ça sur le titre, donc je vous ai dit, il est full color, il est vraiment magnifique. Hop, petite illustration comme ça, direct, ça démarre pleine page, vous en prenez plein les yeux. Ça reste très fidèle au niveau du trait, ça a été modernisé mais ça reste très fidèle. À la fin, vous avez pas mal d'armures comme ça, je pense que ça c'est présent dans le format classique, puisque ensuite on a une page qui marque comme ça livret collector, donc je suppose que tout ce qui est avant, voilà, livret collector, album final, je suppose que tout ce qui est avant est présent dans le format classique, j'ai pas regardé, et vous avez énormément de pages comme ça de disponibles, c'est très épais en fait. Globalement l'histoire s'arrête à la moitié et tout le reste c'est du bonus, donc vraiment il y a beaucoup de pages. Pas mal de choses, une grosse partie du bonus dédiée au chevalier Ikki, parce que l'histoire tourne principalement autour de ce chevalier, on va en rediscuter bien sûr, donc vous voyez le side story derrière, je vous montre tout ça, je vais vous incruster également quelques photos, bref, c'est vraiment du plus bel effet, c'est du très bel ouvrage, du très gros travail. Alors oui, il est un petit peu cher, mais là je regrette pas, franchement je regrette pas, des fois je regrette davantage d'avoir acheté des mangas à 6 €, 6,90 € que d'acheter des pièces comme ça à 34. C'est vraiment excellent. Alors on y va, on plonge dans l'histoire, on est plongé directement dans du Saint Seiya, on refait un petit peu l'historique de ce qui a eu lieu, parce que voilà, l'auteur nous remémore un petit peu les premiers événements qu'il y a dans Saint Seiya, avec chaque personnage, chaque héros, chaque chevalier qui va aller s'entraîner, acquérir une armure, puis après le tournoi, puis après l'apparition des Chevaliers d'Argent, la rédemption un petit peu d'équipe. L'histoire va reprendre ce cours à peu près là, ça va très vite, en une ou deux pages c'est plié, on fait un bref résumé parce que vous connaissez, vous maîtrisez l'univers, donc c'est vraiment histoire de se replonger dedans, puis de redécouvrir les traits plus modernes, de les accepter, vite fait le temps de quelques cases, et puis hop, on est replongé tout de suite dans l'histoire avec l'apparition de nouveaux chevaliers.
Alors, faut pas non plus être très malin, c'est écrit Time Odyssey, on se doute tout de suite de quel dieu majeur il va s'agir. Avec le mot Time, est-ce que je vous spoil ou pas? Je vous laisse deviner, mais enfin bon, Time, heure, chronomètre, hein. Bon bref, je pense que faut pas être très malin, enfin moi je le voyais tout de suite comme ça, j'ai pas du tout été surpris sur ça. Et puis l'histoire va démarrer, et l'auteur maîtrise particulièrement tous les codes de Saint Seiya. On retrouve vraiment tous les ingrédients dans le fond et dans la forme, dans la façon d'être des personnages, dans l'intimité de chacun, dans la personnalité de chacun, dans la sensibilité aussi de chacun, et même d'Athéna. Vraiment, tout y est, tout est bien maîtrisé. On a quelques postures qui, évidemment, ne sont pas sans rappeler l'animé des années 80. C'est incroyablement bien fait, et on sent tout le respect de l'auteur pour l'œuvre. Il n'y a pas de fausse note, il n'y a aucune fausse note à ce niveau-là, et ça se lit très très vite. On est pris dedans, comme ça se lit vraiment très très vite, avec une fluidité, écoutez, je vois pas d'autre mot que fluide en vérité, et c'est peut-être un petit peu là que le bas blesse, parce que ça se lit peut-être trop vite, et je pense que le niveau de narration, qui est très très bon, n'est pas au niveau de la mise en scène et des couleurs. Les couleurs sont sublimes, il y en a partout, on s'en prend plein les yeux, la mise en scène, les mises en page sont incroyables, on a une espèce de mélange comme ça plaît un peu à tout le monde, parce que forcément c'est Saint Seiya, c'est très japanisant, mais c'est également mis en forme avec quelques cases, c'est quand même européanisé à souhait, et puis on a des pleines pages où les cases sont absentes, ça se mélange, ça tout se confond, ça fait très très comics pour le coup, donc il y a un mélange de culture, tout en respectant, mais avec fidélité, l'œuvre. Ça c'est quand même assez paradoxal, parce qu'il y a une ouverture sur les cultures et sur la façon de travailler, mais il y a un respect profond de l'œuvre en elle-même. Sauf que ce niveau-là est top level, ce qui fait que le niveau de narration est un poil en dessous. Il est très bon, mais comme l'autre est excellent, il y a un petit écart comme ça, et ça m'a chagriné un petit peu, parce que c'était trop connu, je connais trop les Chevaliers du Zodiaque pour avoir vraiment eu de la surprise. Ce premier épisode installe vraiment l'histoire, et on connaît tout, on maîtrise tout, ou à peu près tout. Voilà, ce ne sont que des rappels, vraiment c'est histoire de se remettre dans le bain. Si vous ne connaissez pas l'univers, alors vous allez sûrement découvrir des choses qui sont plutôt sympas, mais vous savez, les Chevaliers du Zodiaque ont aussi une certaine limite, notamment dans les attaques. C'est toujours un peu pareil, et là où Dragon Ball, parce que c'était quand même les deux dominants de l'époque, a réussi à se démarquer avec des techniques, avec des phases d'entraînement de plus en plus évoluées, de plus en plus poussées, de plus en plus originales. On a quand même pas mal de techniques et d'entraînement dans Dragon Ball quand on y pense qui viennent. Il y a plein de choses différentes et variées. Là où Saint Seiya pêche un petit peu, c'est quand même sensiblement toujours la même chose. Un ou deux coups, l'armure qui revient, brûle mon cosmos, les sentiments, bon... On protège Athéna, c'est la pureté qui finit toujours par l'emporter. Globalement, c'est un peu le schéma. C'est exactement comme ça que ça se passe, je dois vous dire, il n'y a pas de triche et on n'est pas déçu parce que c'est comme ça qu'on a envie que ça se passe. La lecture était excellente, vraiment. L'objet est magnifique, les dessins sont sublimes, il y a tout pour passer vraiment un très très bon moment. Reste à savoir sur l'ensemble des 5 tomes, mais je me fais pas trop de soucis, ça va vraiment être top. Suivant, que du masterclass quasiment cette semaine, c'est un truc de fou, et donc Karakuri Circus, les tomes 2, 3, 4 dans l'édition Perfect Collector, magnifique, tout ce que vous voulez de chez Meian, avec cette cover, vous le savez maintenant, hein on maîtrise. Absolument génial. Ah, moi j'ai toujours peur de les accrocher et de les abîmer comme ça, mais alors j'y vais vraiment tout doucement parce qu'on n'est pas à l'abri quand même d'un petit pépin technique avec une maladresse, mais ce sera tant pis pour moi, j'en reprendrai un autre, c'est tant pis. Ouais, c'est top, c'est vraiment top. J'avais lu le tome 1, on en avait discuté pour un manga vorace pour l'été, pour le présenter, normal. J'ai fait un petit peu comme pour Baki les semaines passées, j'ai lu les tomes 2, 3, 4 et... Le tome 2 m'a mis une claque parce que je m'attendais pas du tout à ce final sur le tome 2, vraiment. S'il y a un moment qui est marquant, c'est bien le final du tome 2. Alors après, voilà, ça marche, hein, ça se lit à une vitesse, avec un plaisir assez incroyable. Pourtant, les tomes sont épais. Je vous assure que bon, la prise en main est géniale. La pleine page comme ça, c'est vraiment excellent. Les dessins, peut-être un peu vintage, peut-être manquant un petit peu de modernité par rapport à ce qui peut se faire maintenant, mais de toute façon tellement bien maîtrisés, tellement agréables, si caractéristiques de l'auteur aussi, parce que c'est ce qui compte, c'est d'avoir une patte graphique, et là ça marche bien, c'est top. Et puis c'est un shonen qui est intelligent, c'est pas un shonen qui obéit, ça obéit au code du shonen, ok, y a pas de souci, mais ça les caricature pas, je trouve que ça les enrichit vraiment.
Je trouve que l'auteur maîtrise les codes, mais y apporte une touche intelligente, un savoir-faire qui lui est propre. Et en fait, on va avancer dans l'histoire à coup de surprise et rarement avec une gratuité et une facilité scénaristique, quelques raccourcis comme ça, quelques ellipses qui permettent aux shonen de retomber sur leurs pattes facilement. Là, mine de rien, ça fonctionne très bien. Tout a un lien, ça fait partie de ce genre de shonen, en revanche, qui pour l'époque était très avant-gardiste parce qu'on démarrait tout de suite dans une histoire, 100 petits chapitres comme ça qui se succédaient, et puis voilà, l'auteur au fur et à mesure du succès arrivait à construire un scénario et à bifurquer et à bidouiller pour que tout tienne la route. Là en fait tout tient la route dès le départ. Et c'est rare à l'époque où c'est sorti, c'est vraiment rare, donc ça souligne d'autant plus l'intelligence de l'œuvre. Kazuhiro Fujita en plus nous réserve pas mal de surprises et il a l'art et la manière de les amener quand on s'y attend pas. Je vous dis, le final du tome 2 est absolument esquis. Je vous parle pas de la suite parce que je vous laisse quand même le plaisir de découvrir un petit peu, mais bon, qui dit shonen dit baston. On est sur une espèce de mode de combat quand on lit Bakuman avec cette espèce d'originalité de combat à distance interposé, parce que finalement souvent ce sont les marionnettes qui mènent les combats, pas les marionnettistes eux-mêmes. Donc c'est pas mal, c'est vraiment original, et puis il y a une mise en scène qui est plutôt très très riche, hein. C'est vraiment fort, l'expression des personnages elle est bien maîtrisée, on a pas mal d'humour, parce qu'on est obligé aussi de là-dedans d'avoir l'humour en fait, puisque l'auteur, dès le premier chapitre du premier tome, impose une condition de survie au personnage, condition qui dépend de l'humour, et finalement l'humour on va devoir en avoir. C'est très malin aussi ça, parce que il est justifié en vérité, et très souvent ça fait un bide parce que c'est pas forcément très drôle, mais c'est ça qui devient comique. Alors bon, voilà, ça permet également d'installer un comique de répétition avec le personnage principal qui a un petit côté Nicky Larson, Ryo Saiba, parce que c'est un peu un bourrin, c'est un peu un plaisantin, c'est un petit peu un rigolo comme ça, sur tous les moments slice of life, et puis finalement, dans les moments importants, on peut compter sur lui, il est badass, il est là, et il est costaud parce qu'il y a un passif et il maîtrise. Donc voilà, je vous dis, il n'y a pas vraiment de gratuité, tout s'explique bien, et c'est ça qui fait la richesse de ce titre. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Karakuri Circus, les tomes 5 à 8 arrivent très prochainement chez Meian, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à l'unité, à l'abonnement, comme vous voulez. Suivant. Un manga qui m'a particulièrement touché, je ne m'attendais pas à ce genre de lecture, un petit peu comme quand j'ai lu L'Oiseau Bleu, un petit peu comme quand j'ai lu d'autres titres comme ça très sensibles, Le Chien Gardien d'Étoiles par exemple. Là c'est Le Monde selon Seth-chan, chez Le Lézard Noir. Donc qui dit Le Lézard Noir dit des œuvres qui sont plutôt psychologiques, un petit peu slice of life, avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup de personnalité et d'identité, parfois au détriment du trait qui n'est là que pour accompagner le contenu. Finalement, le trait, c'est un contenant, peu importe, et c'est vrai que ça marche très bien. On pardonnera la simplicité des traits qui, en fait, renforce toute l'atmosphère, la simplicité et les sentiments qui doivent se dégager des personnages, leurs petits problèmes, parce que c'est ça dont il va s'agir. Sauf que le manga a une force, une puissance incroyable. Alors, je ne vous dis pas comment ça commence, mais ça commence avec un événement majeur, un événement important, au point même que cet événement-là vous spoil le manga quasiment dans son intégralité. La force de l'auteur, c'est d'arriver à vous faire oublier ce spoil des premières pages et de prendre parti, de prendre plaisir à accompagner Seth-chan comme ça dans son univers. On va reparler de ce petit personnage, mais il vous fait complètement oublier ce début du manga pour mieux vous le refoutre en pleine tronche à la fin forcément, et là vous prenez une double claque en fait, puisque vous savourez tous ces petits moments délicieux de la vie de Seth-chan, en oubliant complètement, en occultant complètement tout ce qui avait pu se passer avant et qui revient au final. Bon, je le redis d'à peu près de la même façon. Je vais vous lire un petit peu le Hypnosis, c'est pas souvent, mais là je vais vous le lire un petit peu parce que vraiment faut le comprendre. Dans un monde alternatif, la société Tokyo 8 est secouée par des mouvements étudiants sur fond de terrorisme et préoccupations nucléaires post-Fukushima. Oui, parce que ça a été écrit en 2012 et Fukushima, je pense que c'était 2011. Setsuko, étudiante, fait figure d'exception, apolyptique, détachée de cette réalité, elle n'a d'attrait que pour le sexe sans lendemain, son destin croise celui d'Atsushi, un étudiant sans histoire, Seth-chan et Akun, deux êtres que tout oppose, deux êtres que l'absurdité tragique de la vie va rapprocher pour mieux... Et je me tais.
Cette Chan, effectivement, elle vit de façon très simple. Elle n'a pas forcément beaucoup de relations sociales normées, logiques, comme tout le monde. Et effectivement, elle ne vit que pour des relations sexuelles sans lendemain, et c'est comme ça qu'elle trouve son équilibre social. Jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre d'Akun, donc un autre étudiant comme elle, et puis tous deux vont partager quelques moments, quelques délicieux moments de slice of life, sans pour autant être véritablement un couple à aucun moment. Et toute cette histoire amoureuse va se construire autour de ça. Elle va se rendre compte au fur et à mesure des chapitres qu'une relation, une vraie relation, peut s'installer en dehors du simple rapport charnel gratuit, et qu'on peut aussi exister indépendamment de tous les différents événements sociaux qui peuvent, comme ça, avoir lieu autour de nous. Quand bien même ces événements vont nous rattraper quoi qu'il arrive. C'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Je sais, je tourne un petit peu autour du pot, mais je peux pas trop vous en parler, sinon je spoil tout, ce serait dommage. C'est absolument délicieux et savoureux, c'est une des meilleures lectures de 2022, on est en 2022, ouais, je sais plus moi. Mais c'est vraiment savoureux. C'est aussi riche que c'est simple, c'est aussi intelligent que ça pourrait vous rebuter au niveau du trait. Je vous le conseille énormément, là aussi c'est un coup de cœur, après Saint Seiya et après Karakuri Circus, dans un autre genre, dans un autre domaine, au niveau des one-shots, ça fera sûrement partie du top manga que j'ai pu lire cette année, Le Monde selon cette Chan chez le Lézard Noir. On en reparlera bientôt parce que j'ai fait l'acquisition de plusieurs titres aussi chez le Lézard Noir. Bref, suivant. Un autre one-shot, j'avais fait l'acquisition il y a quelques temps pour 15 €, on m'avait filé le filon, donc merci encore à tous les deux, je crois que c'est Ensha et Bloud, je crois bien, donc merci à tous les deux. Cutie Honey, au prix de 15 €, donc c'est intégral, édité façon un Delcourt de luxe, comme ça, prestige, avec cartonné, le petit ruban, le petit signet, comme ça, par Go Nagai. Alors c'est vintage, c'est très très vintage, et c'est étonnant parce que si Tezuka est au manga à l'époque ce que les Beatles pouvaient être à la musique, je pense que alors Go Nagai pourrait être Black Sabbath. Voilà, c'est un peu hardcore en fait. Hein. Il est plein de vices, plein de malice cet auteur, parce qu'il va aller sur des terrains qui pour l'époque sont très étonnants et très provoquants. Alors c'est un petit peu comme un vieux film d'horreur, ça va vous faire sourire, parce que honnêtement, ça prend plus, vous sortez ça aujourd'hui, vous dites bah non, ouais, ok, t'es un gentil, toi, ça va quoi, c'est bon, tout le monde connaît, bon, fallait aller un peu plus loin dans la provoque. C'est tout à fait étonnant parce que par rapport à l'époque, vous sentez quand même que l'auteur il a envie de provoquer et ça fonctionne très très bien. D'abord, on sent tout le côté anti-militarisme de cet auteur qui dénonce avec caricature vraiment tout ce qui peut être du domaine de l'autorité, de la dictature, du militaire, de la guerre, et ça fonctionne très bien. En opposition avec cette dénonciation, il met en avant très souvent les corps féminins, l'amour, l'envie de vivre, quelques naïvetés également. Il y a vraiment un contraste entre l'autorité et la malice d'exister. Ça fonctionne, c'est très exagéré. D'un côté, les héros méchants sont très méchants, hein, avec des traits marqués presque démoniaques. De l'autre, les héros plus gentils sont très malicieux. Il n'y a pas forcément de naïveté en revanche. C'est assez... Ouais, je vous l'ai dit, c'est très provoquant. Les traits sont vintage. Hein, vraiment, on est dans l'époque. Ça fait penser à du Ashitano Joe, ça fait penser à du Tezuka, ça fait penser à énormément de mangas de l'époque, avec un ancrage très noir comme ça, et puis Go Nagai, vous le savez, il a des traits... c'est puissant dans les yeux, c'est puissant dans le regard, c'est dynamique, il y a une mise en page, notamment au niveau des chapitrages et tout, qui est très agréable, et qui dénote, je trouve, de l'époque. On répond quand même au schéma classique de case après case, mais de temps en temps, paf, il sort des sentiers battus, et on a des choses beaucoup plus explosives, beaucoup plus modernes, et puis surtout on sent tout l'héritage qu'il y a eu sur les différents mangas après ce titre. Alors je pense notamment à Sailor Moon, mais à Kill la Kill également par exemple, de façon plus récente. On sent vraiment toute la puissance de cette œuvre et toute l'influence qu'elle a pu avoir depuis en vérité, depuis 50 ans, puisqu'on est à peu près à 50 ans. Ouais, c'est 1973, oui, on a 49 ans. Donc ouais, c'est très étonnant, et c'est une œuvre majeure, c'est une œuvre culte, qui ne plaira pas à tout le monde, parce qu'on est quand même relativement pour public averti, il y a des choses assez crues, mais on s'y attend, c'est du Go Nagai, il y a des choses
qui dénonce énormément la société, et notamment le post-seconde guerre mondiale, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand je vous dis qu'il est anti-militarisme, c'est par rapport à ce qui s'est passé avant, et on le retrouve, on ressent tout l'impact dans les traits, dans certaines explosions, dans cette façon d'être méchant, mais très sectaire. Voilà, ça fonctionne très bien. L'œuvre se manipule en plus avec grand plaisir, c'est très agréable de lire un titre ancien dans un format comme ça. J'avoue que je m'y attendais pas, moi. Je m'attendais pas parce que j'ai souvenir de Chéri Miel, d'un dessin animé qui a été extrêmement censuré et qui était beaucoup plus lissé pour que des enfants puissent le regarder. Et en fait, mais... à quel moment en France on s'est dit que Chéri Miel était pour les gosses? Je sais pas, mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris au niveau du contenu. Par rapport à ce que je connaissais de Gonagai également, n'empêche qu'on a quand même le fond et la forme globalement. On sent qu'il réutilise des ingrédients qui marchent, notamment avec les Goldorak, parce que ça fonctionne, il a son style, il a ces petits artefacts comme ça qui marchent très très bien. On retrouve ces ingrédients-là, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça rassure un peu le lecteur, parce que voilà, on peut se raccrocher à des choses qu'on connaît, parce que là-dedans, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas non plus. Malheureusement, c'est pas fini. Ça, c'est le petit défaut, c'est que c'est pas fini, et c'est qu'on n'aura probablement jamais la fin. Mais bon, ça passe, on conclut un chapitre, et puis c'est une ouverture comme ça, l'ennemi principal, malheureusement, n'est pas tué, battu, je sais pas trop quoi, enfin bref, on n'a pas le final, c'est le petit défaut. En tout cas, là aussi, ça peut être un coup de cœur de la semaine, une fois de plus, ça en fait 4. Cutie Honey, si jamais vous avez l'occasion de le trouver d'occasion, je pense que vous ne devriez vraiment pas passer à côté, au pire, vous le revendrez aussi bien que vous l'avez acheté à coup sûr. Allez, suivant. On va terminer maintenant par un service presse que j'ai reçu par la maison Chiba Édition pour public averti. Zignize, alors comment on le dit, je sais pas trop, c'est le tome 1. Et comment dire, à la lecture, à l'ouverture, j'ai feuilleté comme ça, vite fait, pour regarder. Alors, petit détail, il y a quand même 3 petits ex-libris vraiment très sympas, numérotés. Alors moi, je ne sais pas si vous avez acheté le manga, si vous le possédez, j'ai les numéros 3, 2 et 11. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez, dites-le en commentaire. Zignize, ça va nous parler, comment dire. Il faut être honnête, j'ai pas forcément tout compris par rapport au fait que ça s'inspire d'une œuvre historique. Parce que ça s'inspire de faits réels, n'empêche qu'on est quand même dans un divertissement ultra popcorn. Et je trouve que l'utilisation de faits historiques réels est un petit peu hors sujet. L'auteur se met un petit peu hors sujet tout seul par rapport à ce qu'il propose, parce que c'est très divertissant. Moi, j'ai eu l'impression, plutôt quand je l'ai ouvert, de me dire « Ah, ça me fait penser un peu à du Flag Fighter », dans les traits, dans ce que ça dégage, et aussi, surtout, à de l'afro-samouraï, notamment avec un ennemi qui a une espèce de coupe afro excellente. Et pour le coup, ça me plaisait davantage d'imaginer une lecture comme ça. J'ai pas forcément passé un mauvais moment, mais j'ai pas forcément passé un bon moment parce qu'il y a énormément, beaucoup trop. J'espère que par la suite, l'auteur va corriger ça. Il y a beaucoup trop de trames, de traits et certains dessins sont presque incompréhensibles. Et c'est bien dommage parce que je vais vous en mettre et vous allez constater que certaines scènes, certaines doubles pages sont magnifiques. Honnêtement, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les ex-libris que je vous ai montrés. Certaines pages sont vraiment magnifiques. Et puis certaines sont très brouillonnes et on s'échappe de la lecture avec ça. Il y a des traits. Moi, je suis resté à regarder, à essayer de comprendre ce que je voyais et je ne comprenais pas. Après, c'est un manga pour public averti, donc il y a de la baston avec des coups spéciaux surréalistes, what the fuck, et forcément des boobs et des tenues un peu dénudées. On est dans ce que le manga sait faire d'assez excessif, caricatural en tout cas. Bon, le moi de 42 ans... a un avis plutôt mitigé sur l'utilisation de ce genre de code. Le moi de 16-17 ans aurait sûrement été beaucoup plus tolérant. Donc ça va s'inscrire en fait, vous allez sûrement l'apprécier selon le moment, l'époque, l'âge que vous avez, le moment où vous allez le lire, c'est sûr. Mais ça fait bien de son travail dans son genre, c'est excessif, c'est what the fuck, je pense qu'on peut le dire, c'est un manga what the fuck. Je trouve dommage qu'il utilise des faits historiques comme s'il avait besoin d'essayer de se donner de la crédibilité plutôt que d'aller mais complètement en vérité sur le terrain dans lequel il est allé, c'est-à-dire des coups qui sortent de nulle part, des ennemis badass avec une caricature, je suis fort, je suis musclé, les héroïnes sont toutes pétées aussi, super fortes ou enfin avec une paire de poitrine mais comme dit Ed le Fou, il faut un assistant pour chaque... Bon bref, ça c'est drôle. Allez, c'était pas mauvais, c'était pas exceptionnel, ça passe.
Bon bah écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce manga vorace. La semaine prochaine, il sera encore très très riche. Et vendredi, eh ben, c'est déjà le top manga vorace du mois de septembre. Alors je vous donne rendez-vous à midi. D'ici là, passez une excellente semaine. Et moi, je vous dis...